Parce que souvent, les Français connaissent moins bien le Maroc que le Maroc connaît la France. Et ça, c'était important. Et puis après, il y a le fait qu'effectivement, Petit Sam a eu un projet, deux projets, et ça devenait difficilement gérable. Donc finalement, je suis venu et tout a convergé dans ce sens-là, comme une évidence. Moi, j'aime beaucoup le grand théâtre de Zaha Hadid parce que je trouve qu'il est complètement justement dans le mouvement de cette nouvelle ville lumière. Effectivement, c'est difficile, c'est des épreuves, c'est des incompréhensions qu'on surmonte. Et une fois qu'on les a surmontées, eh bien voilà, on a acquis quelque chose. Ça, c'est très puissant. La notion du temps au Maroc n'est pas la même qu'en Europe. On pourrait penser au début que finalement, c'est étrange parce qu'au Maroc, ça va pas aussi vite qu'en Europe, mais en réalité, la notion de temps est différente. Et à la fin, le tableau est composé aussi. Il y a beaucoup de sens. Ça marche pas forcément comme en Europe de manière conceptuelle directe, mais à la fin, ça fonctionne. C'est comme en Europe, mais être plus d'essayer de faire la coordination entre les différentes administrations et les différents papiers. Ne rien faire sans comprendre le processus de leur action du début à la fin. Tout simplement. Ils font ça, ils sont protégés. Ils ne font pas ça et ils ne sont pas protégés. Et c'est normal, c'est la même chose en Europe. Salut Frédéric, salut Sam, bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc. Je suis ravi de vous accueillir sur la chaîne. Nous sommes ravis aussi de faire partir de ton expérience de chaîne YouTube et ça nous fait plaisir de t'accueillir et de discuter d'entreprendre au Maroc aujourd'hui. Bienvenue, donc bienvenue à toi. Merci à vous deux. Peut-être on va commencer par votre rencontre. Comment vous vous êtes rencontrés? C'était quoi le contexte? Donc nous, on est tous les deux architectes et on s'est rencontrés par l'entremise de d'amis. À l'époque, j'étais à Bordeaux. Moi, je suis de Paris, mais j'ai fait la première partie de mon cursus d'architecture à Bordeaux. Avant de retourner à Paris après, on s'est rencontrés là-bas. Et puis, Tissam est venu au Maroc, elle a ouvert l'agence. Moi, je travaillais encore à Paris. C'était pas tenable. On s'est mariés, bien sûr. Et c'était pas tenable en termes d'organisation. Donc, je suis venu au Maroc. Et moi, j'avais aussi le désir très, très fort. J'imaginais pas me marier avec quelqu'un d'une culture différente et en l'occurrence, une Marocaine sans connaître le Maroc. C'était très, très important pour moi de comprendre en profondeur, au-delà des apparences, ce qui agit culturellement dans cette culture qui finalement qu'on ne connaît que superficiellement ou à travers quelques clichés. Et voilà, j'ai beaucoup appris. Oui, alors notre rencontre, effectivement, on était très jeunes et puis finalement, nous nous sommes mariés aussi très jeunes. On avait commencé un peu, on avait vraiment la volonté d'ouvrir notre agence très tôt. Donc, vu aussi mon caractère et particulièrement celui de Frédéric, alors il était mieux en fait, qu'on s'oriente plus dans cette possibilité d'avoir notre propre bureau d'architecture. Le mieux sur le moment, et la décision était claire, c'était de revenir et d'essayer d'avoir des commandes ici. Donc, c'est ce que j'avais fait en premier lieu. Et on avait commencé à avoir des petites commandes, mais avoir quand même des commandes et le travail avait démarré comme ça. Donc, il fallait bien sûr, évidemment, s'occuper de toute la partie administrative. Et donc, je m'étais occupée de ça. Mais quand on est jeune, même si cela peut prendre du temps, en fait, sur le moment, on s'en rend pas compte. Parce qu'on a 25 ans et déjà, on est vraiment content et on sort, en fait, un peu de la vie étudiante et on est habitué à avoir très peu d'argent. Donc, sur le moment, nous n'avons pas senti que c'était difficile du tout. Et après, c'était facile aussi de trouver des projets, donc c'était du bonheur total. Et avant de parler du projet, toi, tu es originaire de Rabat? Oui. Moi, je suis de Paris, mais j'ai des origines alsaciennes et des origines de la région de Bordeaux. Voilà. Et c'est quoi ton lien avec le Maroc? Est-ce que tu venais ici, tu connaissais bien le pays? Alors, non, je connaissais pas du tout le Maroc. Par contre, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé avant. J'ai vécu aussi dans d'autres pays.
Et c'est la raison pour laquelle je savais qu'il était extrêmement important d'un point de vue général et aussi pratique de connaître le Maroc en profondeur. C'était vraiment très très important pour moi. J'avais juste l'expérience avant et c'est par assimilation j'avais anticipé ce besoin. Qu'est-ce qui vous a mené à l'architecture? Pourquoi vous êtes intéressé à ça? Moi, j'ai beaucoup aimé l'architecture, mais principalement à partir de l'âge de 15 ans, parce que j'adorais la littérature déjà, et puis j'aimais beaucoup le dessin et j'aimais beaucoup l'histoire de l'art, donc les villes, l'histoire des villes, l'histoire de l'urbanisme, donc tout ce qui est relatif à construire une civilisation, mais d'un point de vue architectural. Donc c'était une des sciences humaines, si on peut appeler architecture sciences humaines, mais c'est où en fait on voit ce côté de civilisation qui apparaît de manière concrète. Donc c'est pour ça que j'ai aimé très tôt l'architecture dans ce sens-là, parce que quand on dessine des tableaux ou quand on écrit par exemple un livre, il y a un impact bien évidemment, mais il n'est pas aussi direct que l'architecture. Donc c'est pour cette raison que mais très tôt vraiment, je savais que je voulais faire architecture et j'adorais ça même en lisant les livres par exemple de Balzac ou d'Émile Zola. J'aimais beaucoup comment il décrivait les bâtiments et la vie des gens dans ces bâtiments, comment il décrivait les rues et comment en fait, par exemple, le mouvement impressionniste influençait les descriptions aussi au niveau de la littérature. Et donc, c'était vraiment la raison pour laquelle je voulais absolument faire archi. Est-ce qu'il y avait des bâtiments ou des villes qui t'inspiraient plus que d'autres? Paris, énormément. Mm. Parce que vraiment, c'est une ville majestueuse. Il y a vraiment une telle majesté qu'on ne ressent nulle part ailleurs. C'est une des premières villes qui m'ont donné envie de faire architecture. Après, je dirais New York. En ce qui me concerne, moi, j'ai les mêmes prérequis. J'aimais énormément la littérature. Et enfin, ma maturité intellectuelle a fait que je me suis porté plutôt vers la sociologie. Et les idées, c'était bien dans la littérature, la poésie, mais elle se heurtait à un plafond de verre à un moment donné. Et la sociologie, elle a de ça de fascinant, c'est qu'elle mêle l'observation, la conclusion. C'est un peu comme la physique. Et de ce fait, dans l'architecture, j'ai trouvé à la fois la matière d'exprimer quelque chose et de réfléchir en même temps cette chose. Et ça, c'était absolument fascinant. Sans compter que c'est aussi un art, l'architecture. Donc il y a un raisonnement à divers degrés. Il y a le raisonnement par rapport à la société dans laquelle on est, ou le contexte, de manière générale, qu'on réfléchit en tant qu'architecte, et vivant sous nos yeux, et ce à quoi on peut formuler une réponse, une réflexion, qui, qui se concrétise sous la forme d'un objet concret. Et ça, c'est absolument fascinant. Et ça me fascine toujours. C'est extraordinaire. On peut prendre par exemple, si je prends un exemple concret, on peut prendre la position du salon marocain dans la société marocaine, qui est aujourd'hui un peu différent que de la génération d'avant. La génération d'avant, le salon marocain, c'est un marqueur social pour montrer qu'on a une belle maison, etc. C'est quelque chose qui coûte cher, les boiseries coûtent très cher et il fallait surtout pas y aller parce qu'il faut pas le salir, etc., etc. Les générations aujourd'hui qui construisent des villas, qui ont la quarantaine, ont des besoins différents. Ils sont attachés au salon marocain, à son aspect sociologique, parce que c'est ça aussi. Le salon marocain signifie qu'on est capable d'accueillir des gens, et beaucoup de gens, dans un même endroit et même une même demi-pièce en fait ouverte. Mais aujourd'hui, les besoins ont muté dans le sens où le salon marocain, il a toujours une importance, mais les couples contemporains veulent peut-être construire moins, mais mieux. Voilà un exemple concret qui établit le fait que l'architecture, c'est de l'observation, c'est le fait de donner des réponses ponctuelles à une période donnée. Moi, ce qui m'avait marqué au Maroc au début, c'est que les salons marocains, on mange ensemble, mais on dort aussi dedans. Donc, j'ai dormi dans quelques salons marocains. Ouais, tout à fait, c'est vrai.
c'est vrai que ça a cette utilité-là, oui. Et toi, les villes, les bâtiments qui t'ont touché au début quand tu t'es intéressé à l'architecture? D'un point de vue, d'un point de vue global, bon, le modernisme, forcément, c'est le très très grand mouvement du XXe siècle, avec l'émergence du béton. Mais aussi, finalement, bah, c'est comme choisir entre ses parents, on choisit pas. Donc, ce qui est fascinant dans une ville, bon, notamment, même bon, au Maroc aussi, mais en Europe, parce que c'est quand même mon continent, c'est on peut côtoyer un bâtiment très contemporain et on peut côtoyer une église du XIVe siècle. Et ça, c'est fascinant dans un même lieu. Donc, bon, j'aime beaucoup le gothique parce que le gothique a beaucoup de raffinement dans sa dernière période, avec des arches très dessinées, etc. Mais j'aime toute l'architecture, j'ai pas de préférence. Intellectuellement, le XXe siècle et le mouvement moderne, bien sûr, m'a marqué beaucoup plus que les autres mouvements, c'est une évidence. Et votre projet à tous les deux, comment est-ce qu'il est né? Si vous pouvez me raconter un petit peu l'histoire. Oui, comme je vous ai dit en fait tout à l'heure, c'est parce que c'est aussi le projet, il est né, mais aussi c'est une volonté évidente. C'est à cause du caractère de Frédéric, mais c'est vrai, c'est la pure vérité. C'est que il ne pouvait pas, il avait besoin vraiment de son espace de réflexion et il avait besoin de créer tout de suite et très vite. Parce que moi, j'avais encore en l'idée de continuer à travailler dans des agences d'architecture avant de prendre la décision de venir au Maroc et de commencer une carrière d'architecte. Mais pour Frédéric, c'était une perte de temps et que c'était pas possible et que ça ne pouvait pas être ainsi. Donc vous Donc, étiez tous les deux à l'étranger, oui, à Paris, à parce Paris? que nous nous sommes rencontrés à Bordeaux, mais par la suite, nous avons emménagé à Paris. Et à Paris, donc moi, j'ai commencé à travailler dans une agence d'architecture. Et au final, nous avons donc décidé que je ferais. Et puis par le hasard des choses aussi, j'avais des amis de Rabat sur Paris qui m'avaient commandé un petit projet d'un café, de juste faire la conception d'intérieur d'un café à Rabat. Et donc, on avait commencé à travailler à distance, Mhm. à faire quelques projets d'intérieur. Et puis après, donc on a fait pas mal d'allers-retours au début, genre pendant 2 ans. Et après, je suis venue vraiment m'installer et ouvrir l'agence d'architecture. Moi, j'ai une anecdote pour répondre à cette question-là. Le premier jour d'atelier, donc l'atelier, c'est l'enseignement phare d'architecture. Le premier atelier de la première année d'architecture. Euh, L'enseignant nous avait dit, à partir d'aujourd'hui, vous, vous n'allez pas apprendre un métier, vous allez vivre l'architecture. Et ça répond un peu à ta question. Notre trajectoire, c'est qu'en tant qu'architecte, on est tellement pris dans tout notre être par l'architecture que ça dirige notre vie finalement. Bon, bien sûr, il y a un équilibre à trouver, c'est une évidence. Il faut pas non plus exagérer, mais l'architecture, comme elle touche tout, elle touche l'humain. D'ailleurs, faire une architecture, c'est une question d'humain avant d'être une question matérielle. C'est très important. Mais elle oriente totalement notre vie. Donc, étant tous les deux architectes, forcément, ça allait beaucoup changer, orienter notre vie à tous les deux et cristalliser notre projet commun, quoi. C'était Donc c'est un métier de passion qui t'habite à 100%. ah oui, en- complètement. Ouais. C'est c'est énormément d'échanges humains, de compréhension et bien sûr c'est un spectre à 180 degrés. Il y a tout l'aspect humain, puis tout l'aspect technique et puis aussi tout l'aspect administratif. Il faut pas oublier. C'est un pan à part entière très important. Et toi, tu étais déjà en activité quand vous êtes rencontrés? Non, moi j'ai un parcours, j'ai fait des études de sciences en premier. Je suis presque arrivé au niveau d'ingénieur et puis j'ai eu un problème dans ma vie. Bon, j'ai perdu ma mère, j'ai arrêté ces études et j'ai fait architecture qui était ma volonté initiale. Donc j'ai cumulé deux cursus
Et puis, quand on s'est rencontrés, oui, c'était à la fin de mon cursus d'archi. Et puis après, j'ai bossé un petit peu en agence à Paris, dans une agence archi urbain. Et voilà. Et puis on a temporisé un petit peu. Et puis, comme Tissam l'a expliqué, on a eu quelques projets. Et puis c'était intenable parce qu'en fait, on en avait de plus en plus. C'est comme une évidence. C'était une évidence en fait. Beaucoup de paramètres faisaient qu'il fallait qu'on s'installe ici. Moi, j'avais, comme je l'ai dit tout à l'heure, le désir de vraiment comprendre ce pays, pour bien comprendre mon épouse et puis pour comprendre d'où elle vient, tout simplement. Parce que souvent, les Français connaissent moins bien le Maroc que le Maroc connaît la France. Et ça, c'était important. Et puis après, il y a le fait qu'effectivement, Petit Sam a eu un projet, deux projets, et ça devenait difficilement gérable. Donc finalement, je suis venu et tout a convergé dans ce sens-là, comme une évidence. Et c'est pas toujours évident d'être un couple mixte de différentes nationalités. Comment vos familles ont accueilli votre union, votre projet? Je dirais les choses qui vont me venir à l'esprit tout de suite. La première chose, c'est la grand-mère de Frédéric. Frédéric a hésité pendant 6 mois à Ah ouais. lui dire que j'ai une copine marocaine. Ou même pendant 1 an, je crois que ça avait pris du temps et il avait très très peur de sa réaction. Oui, je me rappelle très bien de ça. Après, sa grand-mère était très contente. Mais au début, c'est vrai qu'il appréhendait beaucoup. Et moi, de mon côté, disons que comme mes parents, ils ont quand même, surtout mon père, il avait quand même fait un long cursus dans les écoles françaises, donc il connaissait assez bien la France. Et puis en fin de compte, c'est une culture qui n'est pas si loin de notre culture, surtout quand on vit et dans un milieu urbain. Donc il n'y a pas autant de décalage que ça, que cela apparaisse. Donc alors mes parents et ils ont plutôt bien pris. Plutôt bien pris, c'était pas très difficile. Mais la plus grande frayeur, c'était ta grand-mère. Hein, je me souviens de ça. Je me souviens de ça. Oui. C'est étonnant parce que moi, je ne me rappelle pas du tout de ça. Oui. Je me rappelle pas du tout. Je pense que en réalité, pour dire les choses aussi, ce qu'il faut compléter l'information, c'est que moi, j'avais perdu ma mère. Oui. Donc, en fait, ma grand-mère, c'est finalement, quelqu'un de très important. Bon, c'est pas un substitut à ma mère du tout. Mais je pense que ce temps de latence, il était surtout pour, officialiser et officialiser prend du temps. En fait, faut être sûr. Moi, j'avais pas peur de la réaction de ma grand-mère là-dessus. Sur une, une épouse étrangère, c'est pas ça. Mais je pense que c'est l'officialisation. Là, émotionnellement, c'est pas rien. Ouais, j'imagine. Et ma grand-mère connaissant sa personnalité, son milieu, etc., ses codes, le faire, on le fait qu'une fois. Et c'est ça, je pense, qui m'a mis beaucoup la pression. Je suis pas du tout. J'étais étonné de la. Ça fait Oui, longtemps, je ça fait crois un moment. que c'était un mélange de tout ça. Et vous êtes rencontrés en quelle année? 2005, non? C'était pas. Oui, c'est ça, Ouais, 2005, oui. Donc, vous êtes tous les deux à Paris, vous commencez la relation. Comment vous discutez entre vous de commencer ce projet et de le faire au Maroc? C'était venu naturellement Ouais. parce que il y avait, oui, voilà, si, il y avait quand même une idée qui était claire, c'est que la volonté de commencer à faire, enfin, à penser de l'architecture, à construire un bâtiment et avoir cette opportunité en Europe aujourd'hui, c'est très difficile. Mhm. Donc, on connaît comment sont fabriqués les réseaux, comment ils sont, parfois c'est quasiment inaccessible. Donc, nous sommes dit que nous allons le regretter si nous commençons pas très tôt pour tenter l'expérience. Et parce que nous sommes encore jeunes. Mhm. En fait, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que revenir en France, c'est toujours
possible. Et donc, pourquoi ne pas tenter? On est jeune, on a plein d'envies, on a des idées, nos propres idées de comment on voit l'architecture. Et donc, on avait dit, on va pas se poser de questions, on y va, et voilà. Et pourquoi Rabat? Parce que c'est ma ville natale. Parce que j'ai tout mon réseau ici, donc c'était pas. C'était une évidence aussi que Oui, c'est... c'était une évidence aussi. Et même aujourd'hui, je quitterai pas Rabat parce que nous sommes bien épanouis ici. Ça reste ma ville. Et puis j'ai mes parents qui sont là, ils sont seuls, donc je suis là. Mes sœurs sont en France malheureusement, mais j'ai une sœur à Paris et une sœur à Marseille. Et voilà, donc je préfère que d'être là. Comme je t'ai dit, c'est peut-être ma ville préférée au Maroc. Oui. Comment vous pourriez décrire cette ville de Rabat avec votre regard d'architecte? En fait, il faut le mettre en perspective. Le développement économique de Casa, et à partir des années 50, on peut établir un schéma à partir de ce moment-là. Casa a été vraiment la concentration de la volonté économique. Et pendant longtemps, Rabat a complètement été préservé, c'est-à-dire en termes d'infrastructure, en termes de densification. Et donc, la situation était qu'à Casablanca, il y avait beaucoup d'activités économiques et finalement beaucoup d'engorgement à un moment donné. Alors que Rabat est resté la ville de Sa Majesté, où une ambiance beaucoup plus tenue, d'être en permanence le maître mot. Et Rabat était pendant longtemps une ville qui était mal lotie en termes d'activités culturelles, de commerce, etc., mais qui a bénéficié totalement de cette retenue en termes urbains. On le voit dans les espaces urbains à Rabat. Il y a des espaces très généreux, très variés. Il y a beaucoup de dilatation spatiale. On peut passer d'endroits très naturels à très urbains avec une densité finalement moyenne faible. Et maintenant, justement, Rabat a fait son retard et elle bénéficie de cette structure de retenue urbaine. Et maintenant, elle a ajouté tout le panel d'activités économiques, enfin tout le panel de commerce, de lieux culturels, et ça en fait une ville extraordinaire à vivre, parce qu'elle, justement, cette retenue a fait que elle ne subit pas la densification de Casablanca, où souvent Casablanca a beaucoup d'avantages, mais je dirais, une des affres de Casa, c'est que c'est très dense. Rabat, sa première qualité, c'est l'espace On extérieur. respire ici. On respire, Ouais. les espaces publics sont fascinants. Voilà, il y a une volonté qui est extraordinaire enfin, de la part de Sa Majesté, des autorités de, de tisser petit à petit un tableau urbain de qualité, quoi. C'est impressionnant. Si on prend le centre-ville au niveau architectural, comment vous le décrirez? Est-ce qu'il y a un impact aussi de la France? Oui, il y a un impact de la France historiquement, bien sûr. Quand les Français étaient ici, il y a beaucoup d'architectes français qui ont réfléchi à des modèles contemporains en se basant sur des schémas culturels. Typiquement, on peut voir donc son centre-ville. Tu parlais du centre-ville. Le centre-ville, c'est Hassan. Donc Hassan, je parle pas de la Médina, j'ai mis la Médina à côté. Mais Hassan, on a des typologies de logements en arcade parce qu'il y avait la volonté d'intégrer la protection par rapport au soleil, etc., etc., le mode de vie. Donc, je dirais que les architectes français, d'ailleurs, c'est pas que eux, parce que il y a eu eux, mais quand ils étaient là, il y a quand même eu des architectes marocains qui étaient fascinants. Les architectes italiens, les Italiens, d'ailleurs, les Grecs italiens ont eu beaucoup d'importance aussi d'impact au Maroc. C'est eux qui ont amené le granitopoli. C'est ce qu'on appelle en dérija le mosaïque. Et c'est eux qui l'ont amené et c'est l'héritage de tout leur savoir. Les Italiens sont très forts pour ça. Finalement, c'est ce qui est impressionnant au Maroc, c'est que c'est sa capacité. Ouais.
C'est étonnant parce que moi, au centre-ville de Rabat, j'ai le même sentiment qu'à la ville de Turin en Italie. C'est très étonnant de vous dire ça, mais et la même sentiment, par exemple, à la ville de Gênes. Parce que ces typologies d'arcades que nous avons, et puis les cafétérias, comment elles sont organisées, les façades, les typologies des façades, les passages sous arcade, c'est exactement comme en Italie. C'est très étonnant. Et même la manière dans les boutiques de vente de vêtements, la façon dont les vêtements, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, cette influence est restée. Et puis, comme en Italie, les choses n'ont pas autant bougé qu'en France, par exemple. Parfois, on sent 50 ans d'écart, des fois. Et vraiment, on a l'impression d'être à l'avenue Hassan II au centre-ville à Rabat. C'est étonnant. Il y a beaucoup de similitudes. C'est sûr, avec la création d'une ville urbaine européenne énormément. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que la muraille a été bien conservée et la rencontre entre l'enceinte de l'ancienne Médina et la nouvelle ville. Mais je pense que ça aussi, ça a été aussi fait en partie, à l'époque du protectorat. Il y a eu vraiment une volonté de ne pas faire de cassure. Et donc, le lien entre les deux villes est très beau et facilement malléable avec les différentes portes. On sent pas un contraste très fort. Et quels sont vos bâtiments préférés de Rabat? De Rabat. Toujours d'un point de vue d'architecte. Alors moi, je dirais, il y a en Rabat, par exemple, contrairement à Marrakech, c'est une ville où il y a beaucoup de vallons. Ce n'est pas une ville plate. Donc, ce qui est beaucoup à Rabat, c'est les points de vue. Ouais. C'est que nous avons des points de vue très spécifiques. Par exemple, oui, par exemple, moi je dirais le Chêne. Le Chella, c'est vraiment un site historique très important, déjà un site romain et par la suite un site d'une dynastie importante. Il y a vraiment un très beau promontoire de point de vue avec la rivière qui traverse donc les deux villes, Rabat et Salé. Après, je dirais que il y a aussi le mausolée Mohammed V, parce que nous avons El Koutoubia, enfin, nous avons, non, je me souviens pas exactement du nom du minaret, mais c'est la même époque, en fait, de la dynastie qui occupait Séville et Grenade à l'époque. Et ils avaient fait les mêmes bâtiments dans le Koutoubia à Marrakech. Je me souviens pas, non, c'est les Almohades. Je me souviens pas exactement du nom de la dynastie, malheureusement, mais c'est un bâtiment aussi très emblématique autour duquel c'est un minaret qui n'avait jamais abouti, qui n'avait jamais été totalement construit, mais autour duquel ils avaient construit un très beau mausolée qui reprend en fait toutes les techniques très raffinées de l'architecture andalouse marocaine. Donc c'est aussi un des bâtiments les plus beaux, avec sa place piétonne, etc. Si toi aussi tu rêves de venir t'installer au Maroc, d'entreprendre ici, de commencer une nouvelle vie, j'ai créé une mini-formation spécialement pour toi. Tu vas recevoir pendant une semaine un conseil par jour. C'est gratuit et c'est le premier lien dans la description. Alors, je m'attendais pas à ta réponse, mais j'y répondrais la même chose. Je dirais que moi, j'ai deux images qui me viennent en tête. Une très moderne et une très ancienne. Je dirais le bâtiment de la banque en face de la gare de Hassan, qui est en béton brut, qui est très très puissant, qui est très pur en termes d'architecture, qui est jeté presque, parce qu'en fait, comme il y a un dénivelé devant lui, il est proéminent, très fort, très bien dessiné, avec du vide autour de lui, donc le vide permet de mettre en valeur un objet. Bon, pour son histoire, pour son dessin, plein de raisons. Et le deuxième, c'est pas vraiment un bâtiment, c'est la place des colonnades, justement, à côté du mausolée. Et symboliquement, ça me fait quelque chose, parce que ça m'évoque le fait que le travail n'est jamais fini. Ça m'évoque justement que les colonnes sont toujours il y a toujours une colonne manquante, donc on peut finir le travail
ça nous rappelle au travail, ça nous rappelle au fait de jamais être sûr de soi, peut-être. Voilà, au processus, à la recherche perpétuelle. J'aime beaucoup ce symbole. Moi, ce qui m'a marqué là en termes de vue, c'est quand tu sors de la Médina en face de Oudaya. Là, tu as la vue sur la rue qui descend. Tu vois la nouvelle tour, le théâtre, la vue sur Salé. Je trouve ça impressionnant aussi. Ah, c'est beau. Oui, oui, c'est beau. Et ça fait partie, oui, bien sûr, il y a la topographie de la ville qui le permet, mais ces nouveaux bâtiments, ça fait justement partie du programme de Rabat Ville Lumière. Et ils ont tous été respectés, ça a été étudié, ces différents points de vue, justement. Donc, ce n'était pas, c'est pensé, c'est réfléchi. Parce que la ville de Rabat a connu différentes époques et il y avait une période où en fait c'était pensé, et puis à un moment dans les années 80 où c'était un peu moins pensé. Et par la suite où en fait on s'était dit bon maintenant il y a une densité de gens qui est plus importante et il faut commencer à repenser sérieusement la ville. Donc ça Mhm. fait partie de ce mouvement-là Et, justement. et c'est quoi votre regard justement sur ces nouveaux Bâtiment. importants qui sont très visibles, même de loin? Comment vous les voyez? Moi, j'aime beaucoup le Grand Théâtre de Zaha Hadid parce que je trouve qu'il est complètement justement dans le mouvement de cette nouvelle ville lumière et puis il s'inscrit très bien dans le site avec en reprenant l'image de la vague et puis de la ville blanche de Rabat qui est le blanc qui est aussi un symbole très fort de la ville. Et l'intérieur a l'air magnifique aussi. Pour l'instant, ce n'est pas encore ouvert au public. Il n'y a pas eu encore de publication d'images ni rien. Hmm. Ah oui, je croyais Donc, avoir. non, Ok. non, pas encore. Mais c'est vrai que c'est un très beau bâtiment. C'est finalement l'histoire qui s'écrit, hein, Oui. tout simplement. La nouvelle tour, elle a cette volonté aussi, je dirais, de s'occuper de l'autre côté du fleuve. Et ça, c'est un geste très fort pour une ville. On a un cas pareil en France très emblématique, c'est la ville de Bordeaux, qui a, entre guillemets, j'espère que les Bordelais ne m'en voudront pas, mais qui a ignoré en fait la rive droite pendant très très longtemps. D'ailleurs, c'était fascinant. Je pense que pendant des centaines d'années, il y avait que deux ponts pour rejoindre la rive droite et rive gauche. Et finalement, la rive droite a fait l'objet d'un développement urbain, d'activités, etc. Donc, c'est l'histoire des villes, c'est un jalon de l'histoire. Voilà, dont acte, c'est beau. Enfin, je sais pas. Une tour comme ça, c'est une petite ville, hein. C'est pas juste un immeuble. Donc il y a la relation au sol, la racine, comment elle s'insère sur le tissu urbain à son sol. C'est un projet très important. Et puis bon, bien sûr, le théâtre aussi. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui me plaît chez Zaha Hadid, c'est que c'est une architecte qui est bon postmoderne, qui vient après le mouvement moderne et qui s'inspire des formes organiques. Elle a fait ça toute sa vie. Et finalement, il y a quelque chose il y a un paradoxe dans ce bâtiment qu'elle est elle-même, elle l'incarne elle-même. C'est à la fois le côté très moderne et le côté oriental, Hmm. finalement, puisque la courbe, c'est très oriental. Bon, il y a la géométrie, la décomposition du cercle, le motif, etc. Mais finalement, il y a cet aspect suave, cet aspect très envoûtant de la courbe. Donc c'est un bâtiment parfait qui a son emplacement pour ça. J'ai hâte d'y aller. Et c'est aussi, pardon, il y a une chose à dire, c'est que ce sont des bâtiments qui ont une échelle internationale. Mhm. Donc, se dotant d'un bâtiment comme ça, le Maroc se met au standard de, ben voilà, on connaît la belle dynamique du Maroc et il se met au standard il peut accueillir n'importe quel événement là-bas et je pense que c'est très réussi. Et quand on parle de Rabat, je vois toujours aussi Salé, qui sont totalement différents et en même temps l'une à côté de l'autre. Comment vous pourriez expliquer ce lien entre Rabat et Salé? Le lien entre Rabat et Salé est très fort, très ancien. La ville de Rabat, elle était surtout connue, sa médina, par avoir accueilli énormément d'Andalous revenus depuis l'Espagne, et la ville de Salé aussi, finalement. Mais la ville de Salé est plus ancienne.
Et disons que il y avait beaucoup d'échanges entre Salé et toute la diplomatie européenne ou même international. Mais Rabat, c'était un événement spécifique parce que la ville s'était créée et elle avait moins d'histoire et donc elle avait principalement accueilli les Andalous qui sont venus depuis l'Espagne. Il y a eu toujours une certaine rivalité Mhm. entre les deux villes. Par la suite, la volonté de faire de Rabat la capitale du Maroc a fait beaucoup changer les choses. Et donc, Salé était un peu même si c'est une ville avec beaucoup d'histoire, est restée un peu plus à l'abandon, mais Rabat n'existe pas sans Salé ou vice-versa, parce que aujourd'hui, il y a justement une volonté de recréer ce lien très fort entre les deux villes et puis, à Salé aussi, de lui redonner son image. Et effectivement, aujourd'hui, la médina de Salé a été totalement réhabilitée en très grosse partie. Et puis, elle s'est dotée de parkings très spécifiques qui n'existent pas d'ailleurs. Si, il y en a à Rabat, mais très très bien, hein, de la même qualité que la ville de Rabat pour le stationnement des voitures, à côté des enceintes, en fait, des anciennes villes, mais aussi ils ont développé énormément tout son côté culturel qui était un peu resté aussi à l'abandon. Voilà, donc aujourd'hui, les deux villes savent, on va dire, ils sont moins en rivalité qu'avant et savent mieux coexister ensemble. Il y a énormément aussi de liens entre, enfin, les habitants de Salé qui travaillent à Rabat et Oui, ça alors bouge ça c'est beaucoup. autre chose. Oui, effectivement, Rabat n'existe pas en fait sans Salé parce que le plus gros, Salé alimente Rabat en fait, alimente Rabat en personnes qui travaillent, mais aussi alimente Rabat quelque part financièrement parce que les plus gros projets se font à Salé aujourd'hui. Il y a énormément d'échanges entre Rabat Salé, mais beaucoup de gens de Salé, principalement, travaillent sur Rabat. Et beaucoup par exemple, de gros promoteurs aujourd'hui, ils ont fait tous leurs projets sur Salé. Parce qu'il y avait encore des terrains en friche, il y avait encore à faire. Donc Salé a alimenté pendant longtemps Rabat. Et l'arrivée du tram a permis plus de choses aussi peut-être, ou des Beaucoup. déplacements plus faciles. Beaucoup. Typiquement, nous avons des collaborateurs avec nous qui vivent à Salé et sans le tram, il était inimaginable qu'on puisse avoir l'agence ici et qu'ils puissent travailler avec nous parce que ça rend le trajet possible. Avant le tram, c'était quasiment impossible. Il vient jusqu'ici? Oui, grâce au tram, parce qu'il y a une navette tram-bus qui rend que le trajet est gérable et beaucoup plus facile avec les Ouais. horaires et tout. Moi, je le trouve très pratique, agréable. C'est pas Oui, cher. oui, Puis c'est ça. Même financièrement, c'est faisable. Parce Mm. qu'avant, on payait plusieurs tickets pour le trajet, c'était cher. Et là, c'est possible. Le tram, c'est un outil fondamental, hein, la circulation. Sachant que, bon, pour ceux qui connaissent le Maroc, les taxis sont cantonnés à leur ville. Quand on veut aller, par exemple, d'une ville à l'autre, même très proche, on doit utiliser en fait trois modes de transport, trois taxis différents, parce qu'on a utilisé le taxi de la première ville pour nous amener à la limite de la ville, pour après prendre un deuxième qui est un taxi qui fait la liaison entre deux villes, et puis un troisième pour, une fois qu'on est arrivé avec ce taxi de liaison, prendre un troisième taxi pour aller là où on veut. Et ça, c'est bon, les choses sont comme ça et le tram lui permet vraiment de court-circuiter cette logique préétablie qui fonctionne aussi hein, par ailleurs. Mais et puis il y a un attribut de modernité et je dirais que le tram c'est une manière c'est une volonté aussi de dire à une population voilà on va vous offrir ça. Et ça c'est très fort, c'est un geste très fort et c'est un beau tram, c'est un très très beau tram. C'est le même qu'à Bordeaux si je dis pas de bêtises. Et c'est un très bel objet urbain et voilà donc c'est un geste fort aussi dans le sens populaire. Et vous savez quand il a été mis en service?
Je pense qu'il y a une dizaine d'années, il me semble, peut-être quelque chose comme ça, 2000, 2015, 2016. Ça fait grosso modo 8 ans, Oui. 8 ans, quelque chose comme ça. Ok. Mais il y a eu d'autres lignes qui ont été rajoutées. Donc, enfin, la mise en service, il y a 8 ans à peu près, mais les autres lignes, ils les ont finalisées. Et par exemple, je prends comme exemple le projet du tram. Eh bien, les gens n'y croyaient pas du tout. Il y a eu énormément de résistance par Hmm. rapport à cela et ils pensaient que l'infrastructure n'allait jamais le permettre et ils pensaient vraiment que les autorités rêvaient en fait de créer ce tram mais qu'il ne verra jamais le jour. Et ça s'est fait bien et en très peu de temps. Et aujourd'hui, il y a vraiment une volonté politique de faire beaucoup de choses et de les faire toujours bien avec une infrastructure bien pensée, solide, etc. Comme les grands projets aujourd'hui que connaît Casablanca, c'est vraiment bien fait. Et surtout, Hmm. l'infrastructure est toujours bien pensée. Parce que moi, je me rappelle, il y a environ 10 ans, j'ai vécu 2, 3 mois à Salé et on prenait le grand taxi à Rabat. Il fallait faire la file et moi, je pense que ça existe toujours. Mais je pense que c'est beaucoup plus facilité maintenant avec le tram. Sans compter le nouveau pont aussi dont il faut parler entre Rabat et Salé. Donc il y a des liaisons pendulaires en termes de salariat, comme disait Petit Sam. Beaucoup de salariés habitent à Salé, vont travailler à Rabat et établissent un lien très fort en fait entre Rabat et Salé. D'où ce nouveau pont qui a été fait. Donc c'est Qui est aussi impressionnant, hein. c'est impressionnant, Hmm. c'est un très très beau pont. Il est très bien dessiné, architecturalement parlant. C'est un ingénieur, à mon avis, qui l'a dessiné, mais c'est un ingénieur qui a soigné vraiment le dessin. C'est un bel ouvrage, très très bel ouvrage. Et en tant qu'habitant de Rabat, vous êtes fier de cette ville avec tous ces... Oui, Rabat, c'est une ville fascinante, fascinante, Oui, de multiples points de vue. J'ai eu un client italien juste la semaine dernière, enfin même pas, il y a 2 jours, on déjeunait à Rabat et il était venu pour un rendez-vous et il m'a dit, ah, mais Rabat c'est magnifique, vraiment vous avez une ville magnifique. Il m'a dit, je crois que mais ni en Europe ni aux États-Unis, même à Miami, il n'y a pas une ville comme ça. Et il le disait, il était sincère, hein. Il était sincère et il disait, mais j'ai jamais vu une ville pareille, c'est vraiment une ville parfaite. Et ce qu'on peut dire aussi, en dehors de la ville, il y a aussi la mentalité des gens de Rabat, qui est différente des autres villes marocaines. Et ça joue aussi le niveau de... Oui, ah bah c'est sûr. Par exemple, ça c'est un des premiers filtres moi que j'ai mis. Bon, ça prend beaucoup de temps, mais c'était un de mes objectifs au début, un de mes besoins. C'était voilà, comprendre les mentalités marocaines, les mentalités marocaines. Il y en a plusieurs. Parce qu'entre Oujda et Marrakech, c'est la différence qu'il y a entre, je sais pas moi, des pays à l'extrême de l'Europe. C'est très 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 différent. Et les mentalités Arbati, c'est effectivement pas les mentalités Kazaoui. Bon, globalement, hein, faut pas tirer de généralité, mais effectivement, il y a une identité par ville, des personnes. Et comme je disais tout à l'heure, faire des projets, c'est comprendre les gens. C'est savoir communiquer avec eux, savoir leur expliquer les choses avec une certaine façon, en fonction de la personne qu'on a. Alors, bien sûr, il y a le filtre culturel au sens, mais il y a la personnalité des gens en général. Donc, c'est vrai que les Rbati ont une personnalité peut-être plus en retrait que les Kazaouis, qui sont peut-être plus directs. Bon, c'est ce qu'on dit. Alors, je me contente de dire ce qu'on dit. Je vais pas me mouiller. Bon, il n'empêche que c'est important en architecture de comprendre les gens en premier pour faire des bâtiments. Et je n'inclus pas que les maîtrises d'ouvrage, c'est-à-dire les clients, mais aussi les artisans, les équipes. Parce que tout ça, c'est de la sociologie, c'est de savoir qui construit et qui est cette personne, etc. Et ça, c'est l'aspect humain au Maroc est très important. Si on compare à l'Europe, il y a un très grand souci humain. Je dirais pas un souci, mais le paramètre humain est très important. Donc, faire un chantier, c'est comprendre à qui on parle,
Et c'est très important de se préoccuper des gens en général. Voilà. Savoir qui ils sont. On peut pas être ignorant de qui est quelqu'un. Non, c'est pas possible. Sur un chantier, on peut savoir que lui attend un enfant, sa femme attend un enfant, que lui en a déjà deux, qu'il est dans cette situation, cette situation, cette situation. C'est important. Parce qu'on est tous là, en fait, en train de faire avoir un objectif commun et il faut se reconnaître et s'identifier les uns les autres. Et justement, comment tu t'es adapté au Maroc les premières années? Est-ce que ça a été un défi ou il y a eu des... Waouh, c'était très difficile sur certains aspects, mais c'est aussi ce que je cherchais. Et je savais parce que j'ai déjà vécu à l'étranger, bon, notamment en Norvège, c'est-à-dire que des a priori, tout le monde en a, parce que des a priori, c'est les images qu'on se fait de quelque chose sans le connaître. Et on peut pas ne pas avoir d'image. Donc on a forcément des a priori au sens large. Eh bien, le fait de vivre dans un pays différent au quotidien fait que on se heurte à nous-mêmes, à nos codes à nous, à nos raisonnements à nous, et petit à petit, on apprend à se changer de référentiel. On apprend à avoir un regard déporté par rapport à d'autres codes. Et effectivement, ce serait mentir que de dire que c'est pas difficile. C'est difficile, mais à la fin, on sait, ou en tout cas, on sait un peu. On sait, voilà, on apprend. Mais effectivement, c'est difficile. C'est des épreuves, c'est des incompréhensions qu'on surmonte. Et une fois qu'on les a surmontées, eh bien, voilà, on a acquis quelque chose. Ça, c'est très puissant. Est-ce que ça t'a aidé justement à devenir un homme meilleur ou de développer Ah une ouais, conscience différente? fatalement, fatalement. Ça m'a appris déjà euh, les qualités. J'ai pris maintenant les qualités. J'ai appris de ça. Les qualités du caractère marocain. Alors, je disais les caractères, mais globalement, il y a quand même un trait d'union en filigrane de tout, tout ce pays. Et il y a des aspects du Maroc qui sont à prendre clairement. La très grande diplomatie, le fait de bien réfléchir avant de faire quelque chose, pas être impulsif pour rien. Ça, c'est très impressionnant. Beaucoup de sagesse aussi, hein, c'est clair. Hein. Beaucoup de sagesse, beaucoup de recul. Là, on sent la densité de l'histoire au Maroc. On sent la densité, mais pas pour rien. C'est pas une question d'apparat ou de décorum. C'est je parle du caractère uniquement. Et on le sent très profondément. La stratégie aussi, finalement aussi. Les Marocains, ce sont des gens qui réfléchissent bien et ne font pas quelque chose sans être sûr de savoir comment le faire. Donc ce recul des choses, ou cette spontanéité parfois peu gratuite qu'on peut avoir en Europe, eh bien ici, on acquiert en fait cette capacité à avoir plus de recul sur les choses. Et ça, bien sûr, il faut le prendre, c'est un grand bénéfice. Mais c'est le fruit d'une expérience d'incompréhension au début, beaucoup, de heurts, de contrariétés, etc. Et il faut être tenace et réellement se poser la question pourquoi les situations, les expériences qu'on vit au début sont pas comme nous. Et c'est là que se fait le travail, réellement. Et il faut du temps, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. C'est du temps, d'expérience. Ouais, le temps, c'est la clé. Le temps, c'est la clé. Et voilà, par exemple, ça, c'est quelque chose de fascinant. La notion du temps au Maroc n'est pas la même qu'en Europe. On pourrait penser au début que finalement, c'est étrange parce qu'au Maroc, ça va pas aussi vite qu'en Europe, mais en réalité, la notion de temps est différente. Et à la fin, le tableau est composé aussi. Il y a beaucoup de sens. Ça marche pas forcément comme en Europe de manière conceptuelle directe, mais à la fin, ça fonctionne. C'est juste que le mode de fonctionnement est parfois différent. Alors, pas non plus le Maroc, c'est un pays qui est à la fois contemporain et très ancien. D'ailleurs, moi, je donne toujours ce conseil aux personnes qui veulent visiter le Maroc, qui ont une volonté touristique. Je leur dis toujours, allez voir ce qu'il y a de plus moderne au Maroc et allez voir ce qu'il y a de plus ancien. N'allez pas que dans les médinas, parce que le Maroc, et souvent, c'est un conseil ou un exemple que je donne. Le Maroc, c'est pas un pays ancien qui va devenir moderne. Non. C'est un pays qui allie modernité et tradition. Comme le Japon, par exemple. C'est exactement l'identité. Donc, et cet équilibre-là aussi est impressionnant. Parce que souvent, en Europe, on a peut-être balayé un peu trop la tradition, quelque part. Et ce qu'on apprend,
On apprend de nous-mêmes en fait beaucoup ici. On apprend de ce qu'on a perdu, ce qu'on n'aurait peut-être pas dû perdre. On apprend de nous-mêmes énormément aussi. Et des fois, j'ai peur que la tradition se perde parce que c'est un phénomène mondial d'aller vers la modernité. Et il y a tellement de richesses de traditions au Maroc et d'histoire. Des fois, j'ai peur que ça se perde tellement ça va vite. Ça va se perdre en partie, c'est certain. Beaucoup de choses ont changé, des modes de vie ont changé et elle est perdue en partie, c'est évident. Et puis, oui, c'est l'effet de la mondialisation. C'est sûr qu'il faudrait peut-être, en fait, par exemple, si je prends l'exemple au niveau de l'architecture traditionnelle, eh bien, de plus en plus, nous ne sommes pas dans une recherche de concepts adaptés au Maroc. Nous sommes plus dans l'image de la modernité, alors que on pourrait faire un bâtiment qui est plus adapté, avec une idée contemporaine, évidemment, mais on peut puiser dans la tradition, mais on va pas le faire parce que on va être jugé, les gens vont pas forcément apprécier, etc. Et donc la solution de facilité, c'est sûr, c'est de s'orienter sans trop réfléchir vers la modernité. Mais c'est le but de tout processus culturel de se réinventer. C'est inéluctable. Être figé dans le passé ne fonctionnera pas. C'est trop rigide. La question toujours, c'est avec intelligence se poser la question comment on transforme quelque chose sans le perdre. Ça, c'est très important. Par exemple, on peut citer en termes d'architecture, les villes qui sont totalement construites. À un moment donné, ils ont besoin de faire de nouveaux bâtiments. Donc la question est de savoir quel bâtiment on enlève, quel bâtiment on laisse. Et je peux donner un autre exemple. Aujourd'hui, si on prend la villa contemporaine marocaine, qui est dans l'architecture un des outils de raisonnement, un des modèles de raisonnement, des modèles de fixation de l'architecture, qui est la maison de maître, ce qu'on appelle villa. Eh bien, aujourd'hui, les techniques, les matériaux font que pour se protéger de la chaleur et du soleil, on a des techniques maintenant avec l'aluminium, le double vitrage qu'on n'avait pas à l'époque. Donc la question, elle est comment on fait perdurer un mode de vie avec d'autres matériaux. Donc on ne fait que transformer la chose en gardant l'âme ou quelque chose d'important. Et bien souvent, c'est ce qui est immatériel qui reste, c'est pas ce qui est matériel. Donc le mode de vie, par exemple, la manière de recevoir les gens, la manière de structurer l'espace dans une villa, il y a souvent plusieurs salons, parce qu'il y a un salon pour la réception et puis un salon pour vivre. Donc ça traduit le mode de vie. Et finalement, le mode culturel ne change pas. C'est juste qu'il faut par contre des gens en l'occurrence, nous on est architecte, donc on a la responsabilité de ça, de ne pas transiger avec la transmission. La transmission, on doit et on est dépositaire de la responsabilité de réfléchir à ces modèles-là. On peut pas, on est un peu la barrière qui fait que, en termes d'architecture, on est garant de code, on est garant de l'histoire de l'architecture et autant esthétique qu'en termes de fonctionnement. Mais c'est le cas dans pas mal de secteurs de la société. On va revenir sur votre projet. C'était quoi vos premières conceptions avec l'agence? On a fait pas mal de commerce. On a commencé assez tôt à faire des villas. Bon, maintenant, on en a fait beaucoup. Mais ça a commencé dès le début. C'était beaucoup de projets culturels. Les premiers projets qu'on a fait, c'était, des commerces, des commerces villas. Quels sont les projets qui vous ont marqué au début? Ou des projets que c'était un défi? C'était les projets justement avec le ministère de la Culture où on devait faire en fait, on devait essayer de penser l'exposition des différents objets archéologiques ou du site archéologique lui-même, mais de trouver, oui, la scénographie, mais de penser l'ensemble parce qu'il n'y avait pas de conservateur.
Donc la plus grande difficulté, justement, le plus grand défi était d'essayer de comprendre les différents textes et les différents objets et les différentes périodes, évidemment, et puis de penser, de faire en fait le travail du conservateur, mais aussi du scénographe. Et ça, Tu parles d'un projet de c'était, scénographie. oui, de scénographie de musée. Donc ça, c'était un défi. Et après, effectivement, construire, c'était un défi parce que on a fait pas mal d'intérieur. Donc l'architecture commerciale, c'est beau, ça peut être. On a fait des commerces super beaux, mais aussi le défi, c'est enfin pour l'intérieur, il y a eu des défis. Par exemple, sur un projet, on avait repensé un habillage avec une paroi spécifique. On avait créé cet habillage. Non, tu sais, la première boutique de bijouterie. Et ça, c'était vraiment un défi, oui. Et ça, c'était vraiment un défi parce que on avait inventé le matériau. Enfin, le processus n'existait pas. On avait pensé à quelque chose d'innovant. Et c'est vrai que le résultat est très haut. Donc il y a beaucoup de petits défis et parfois grands défis en architecture. Et le défi aussi, c'est de ne pas utiliser toujours les matériaux tout faits, mais de garder cette volonté de créativité derrière. Transformer. Oui, transformer, comme il a dit, et créer aussi, par exemple, il y a des méthodes, ben, en fait, quand on veut faire un bâtiment et qu'on veut, par exemple, venir l'habiller, il y a différentes possibilités. On peut prendre des habillages tout faits, etc. Et donc, nous, notre volonté, c'était quand même de faire quelque chose d'harmonieux et de toujours penser cette identité marocaine de manière contemporaine. Et c'est un défi réellement. C'est un défi réellement parce que on n'utilise pas des matériaux prêts à être employés, donc on les pense et comme tu l'as dit, en fait, on est même on peut repenser l'usage. Par exemple, on avait utilisé des matériaux qu'on avait repris, mais qui sont habituellement utilisés dans d'autres contextes, mais qui rendent très bien, très très bien, mais luxueusement bien, c'est-à-dire pas juste bien. Et voilà, donc ça aussi, c'est un des défis. Et à faire avec les matériaux locaux et les artisans locaux, c'est aussi un défi. Ouais, alors les cas que tu évoques aussi, c'est la relecture du motif. Tu parles d'un commerce de lunettes Cartier au Morocco-Mall à Casablanca. Oui. Et ça, en fait, on a été publié sur ce projet et on l'a même écrit. En fait, on a écrit qu'il y avait une volonté à la fois matérielle, mais une volonté théorique dans le sens où on a inventé un panneau avec un profil très spécifique. Et ce panneau-là, c'est une relecture du motif arabo-andalou. De même que sur une villa, il y a 2-3 ans, on a fait à la fois un lien, en fait, et ça c'était fabuleux, entre Pierre Soulages et le motif marocain. On a créé, en fait, dessiné complètement le profil en GRC. Le GRC, c'est un béton d'habillage très très fin, comme de la porcelaine. Euh, et lui-même, il exprime une abstraction des lignes qui à la fois fait penser à Soulages puisque c'est noir en grande partie. Donc il y a vraiment ce travail du noir, de la lumière et de l'ombre de Soulages. Et il y a ce côté abstrait de la récurrence du motif. Et c'est très théorique comme une idée très théorique, mais qui est mise en pratique. Voilà. Et on l'avait il y a longtemps avec ce bâtiment de commerce de une lunette Cartier, on l'avait exprimé et on rentre dans un volume qui est paré de tous les côtés de ce motif-là. Et vos premières créations, est-ce que vous vouliez avoir un élément différenciant d'autres architectes? Est-ce qu'il y avait une couleur ou quelque chose que vous vouliez? Différenciant, non. On voulait respecter l'architecture. C'est-à-dire respecter notre profession et être à la hauteur d'architectes avant qui se sont posés les mêmes questions que nous. Ne pas aller dans des voies évidentes, mais justement se poser la question de comment transfigurer une idée dans un contexte contemporain.
donc qui passe par les attributs de la réflexion sur le motif, sur l'habitabilité, sur les vues, sur les séquences, sur les transitions d'espace, la demi-transition d'espace. Souvent en Europe, on a une transition nette entre des espaces. Dans les conceptions des plans et dans le mode de vie aussi. Ici, on a plus de dosage entre les espaces. On peut avoir des demi-ouvertures, etc. Donc, dans la lecture du plan et la modélisation des espaces, ça compte aussi. Il y a beaucoup d'attributs, beaucoup de grilles de lecture. Je sais pas si c'est la même question, mais qu'est-ce qui fait que les clients, vous choisissez vous par rapport à d'autres architectes pour certains projets? Bien sûr, et évidemment, la motivation compte pour beaucoup, pour les clients. Mais ce qui faisait qu'ils nous choisissaient, c'est que justement, ils avaient cette volonté d'avoir quelque chose de tenu en architecture. Et donc, quand ils voyaient, par exemple, quand ils devaient, c'est arrivé même il n'y a pas longtemps avec l'ambassade de Suisse, par exemple, quand ils devaient choisir entre différents architectes, eh bien, ils font des rencontres avec les architectes. Et puis après, il voit en fait le positionnement de la personne, comment elle interagit avec son métier, sa façon de justement de répondre aux questions architecturales. Et donc, pour la même question architecturale, il peut y avoir 10 réponses différentes. Et ce qui rassure les clients, c'est que c'est aligné avec cette volonté d'avoir un discours tenu, ce qui revient souvent. Voilà. Et en tant que couple, comment vous vous complétez l'un l'autre dans votre travail d'architecte? Eh bien, moi, je m'occupe énormément des questions administratives parce que je maîtrise mieux l'arabe et puis je comprends mieux comment gérer ces questions-là. Je sais mieux les gérer, les appréhender. Donc, de ce fait, j'ai forcément tout, pas tout, mais une partie du volet administratif. Après, Frédéric, il est plus structuré que moi, donc il s'occupe plus de structurer, disons, toutes les phases du projet. Et la création, la partie créative, eh bien, ça peut parfois, ça, par contre, il n'y a pas de règle. Cela dépend des projets. Il y a des projets où ça peut être partagé entre nous deux. Il y a des projets où c'est plus lui qui a vraiment eu l'intuition et l'idée du projet très vite. Et donc, il la développe. Après, moi, j'agrémente. Donc, il y a un échange, évidemment. Ou des fois, l'idée du projet elle vient complètement de moi. Et donc, on développe ensemble. Il n'y a pas de règle. Pour revenir à ta question d'avant, parce que c'est complémentaire, en fait, pourquoi quelqu'un nous choisit aussi, c'est pour la globalité, en fait. Il y a bien sûr le fait de s'adresser à des gens qui ont un savoir architectural réel, ok, donc qui dessinent de manière valide. Mais il y a l'échange général. L'échange général, parce que l'architecture, c'est un service, ok, c'est un art, mais c'est aussi un service. Et quand on s'adresse à quelqu'un qui délivre un service, il faut qu'il coche plusieurs cases. Il suffit pas de faire un bâtiment exceptionnel, c'est pas ça la question. La question, c'est comment nous, ensemble, on va pouvoir partir de rien et faire un bâtiment. C'est un échange aussi. C'est un échange très intense. Surtout dans les cas de villas où c'est très émotionnel finalement, puisque en fait on s'adresse à des gens parfois c'est le projet de leur vie ou bien de leurs 20-30 ans. Donc c'est très lourd en termes émotionnels, en termes de responsabilité. Donc c'est pour ça que on est là pour conseiller beaucoup. C'est-à-dire conseiller, ça veut pas dire forcément aller dans le sens de ce que quelqu'un pense tout le temps, non, c'est le pousser à aller dans un sens parfois, dans certaines directions, et le freiner dans d'autres, là il va peut-être se tromper. Je prends un exemple, typiquement, c'est la prévision du budget du projet. Beaucoup de personnes le font au mètre carré. Mais dans un projet de villa, c'est un curseur, c'est un indicateur qui n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'il suffit de mettre un matériau ou un lot de matériaux, typiquement l'aluminium ou le sol avec un fort prix, un prix élevé, tout de suite le ratio moyen au mètre carré explose. Donc voilà, donc on est là pour aussi accompagner, pour créer, pour rendre possible
ce que veut quelqu'un avec une garantie de validité architecturale et validité technique sur chantier. Parce que sur chantier, il faut être là. Il faut être très présent. Et dans le processus créatif, quelle est la place de l'intuition dans votre travail? Elle est toujours là, l'intuition. C'est-à-dire, hein, il y a des éléments qui sont d'ordre rationnel, par exemple le contexte, on va dire le programme. Il y a beaucoup d'éléments qui sont fixes et par contre, le reste, c'est forcément de l'ordre de l'intuition, de la création, enfin de la créativité. Donc après, comment on va définir créativité? Bah, l'intuition fait partie forcément intrinsèque de la créativité. Donc, C'est une très bonne question parce que, comme dit Petit Sam, l'architecture, c'est à la fois très rationnel et il peut émerger des choses qui sont pas du tout rationnelles qui vont guider complètement le projet. Et je dirais même qu'il y a des choses on peut ressortir qui sont de côté en nous pendant des années. Et à un moment donné, c'est le moment de l'utiliser. Et ça ressort. Et on ne conçoit pas l'architecture que en devant son ordinateur. Ça peut être en étant à la maison, faisant une tâche, quelle qu'elle soit. Et il y a une forme d'inconscient qui travaille. Et ça émerge. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et ça fait partie, il faut être ça, et il faut être rationnel en même temps. Pour aboutir quelque chose de manière, qui est de l'épaisseur. Est-ce que vous avez été surpris de certaines idées qui sont venues à vous d'un point de vue architecture? Oui, oui, c'est arrivé. Et l'intuition vient parfois aussi en fait, la raison de l'intuition, c'est aussi d'écouter quelqu'un. C'est-à-dire que les phases d'entretien initiales, nous, on est des éponges, on absorbe, en fait, une personne et on absorbe ce qu'elle dit et ce qu'elle dit pas aussi. Son énergie, tout ce qu'elle nous transmet et ce qu'elle dit pas non plus. Je me rappelle d'une villa où à un moment donné, il y a l'épouse qui dit si ça ne tenait qu'à lui, il n'y vivrait que dans le jardin. Et elle a dit ça, mais complètement en rigolant, comme si c'était pas important. Et cette phrase a guidé le projet. On a fait un énorme salon, on a fait la chambre parentale, et en dessous on a mis du vide, et on a mis une piscine qui passe en fait en dessous, avec un très grand espace. Donc il est complètement couvert face à la piscine, dans le jardin, à l'air libre. Et juste cette petite réflexion a eu un impact très fort. Donc l'intuition, elle se fixe en fait, elle se fixe, c'est une alchimie. Il y a des choses qu'on retient de l'entretien, où on écoute énormément au début, pour ressentir les choses intellectuellement et émotionnellement. Donc il faut une qualité d'écoute assez importante dans votre métier? oui, très grande. Après, comme j'ai dit, il y a des choses, l'écoute, c'est plus par rapport au programme. Et quand c'est possible, en fait, d'être inventif au niveau du programme. Et aussi par rapport à ce que voudrait le client. Mais après, il y a un côté où vraiment c'est notre travail de rationaliser les choses, justement. Rationaliser des choses pas rationnelles. Oui, Je dirais qu'il y a une très belle définition de l'architecture, c'est que c'est une succession de processus rationnels dans un but non rationnel, qui est émotionnel. On doit saisir la chose on doit saisir l'accumulation de séquences rationnelles, mais on doit le saisir, mais non pas de manière rationnelle, de manière émotionnelle. Ça doit être une évidence, ça doit s'imposer. Dernière pause dans cette vidéo pour t'annoncer que si toi aussi tu as envie de passer de l'autre côté, de te faire interviewer sur Entreprendre et vivre au Maroc, c'est possible. On a créé une page qui s'appelle Collab sur le site spécialement pour ça. Si tu veux sponsoriser une vidéo, présenter ton produit, tes services, n'hésite pas à checker la page et me contacter et je te répondrai si ça correspond à notre état d'esprit. Est-ce qu'il y a des projets qui vous ont semblé impossibles ou que c'était vraiment très compliqué et au final c'est le final, c'était un cadeau? En fait, ça c'est une chose impressionnante, c'est-à-dire que dans beaucoup de cas, on pense que ça va se passer comme ça et ça ne se passe pas comme ça. C'est justement la faculté de faire avec ça et de faire avec des paramètres qui peuvent arriver, qui fait que le résultat, il n'est pas forcément ce qu'on pense au début. Ça pour plein de raisons, familiales, techniques, etc. Mais oui, et c'est très variable en fait. Il y a pas de projet comparable.
Et souvent, ben, pas comparable esthétiquement parlant, ou bien, même si le terme d'esthétique, c'est un peu à discuter, mais architecturalement, on fait pas des bâtiments qui sont semblables. Ils sont souvent l'expression d'une lecture des choses, mais ils sont différents eux-mêmes. Mais je dirais qu'il y a le côté humain, la modélisation humaine du projet, elle-même, va varier, va influencer le projet énormément. Et elle peut varier pendant le projet beaucoup, beaucoup. Et c'est notre but à nous notre objectif je dirais que le client, finalement, c'est pas vraiment le client, c'est le bâtiment. Notre, notre, notre objectif est de mener à bien ce projet-là et d'aboutir une construction. Donc, il y a le contact avec les clients au départ, l'écoute, la création. Qu'est-ce que vous ressentez quand le projet est fini, vous le présentez? Ça doit être un moment spécial. C'est sûr que c'est un moment spécial et c'est une énorme réussite pour chaque projet. Parce que au final, en fait, aucun projet, aucun processus n'est facile au final. Et donc chaque projet, comme disait Frédéric, apporte ses difficultés, apporte ses imprévus. Et bon, certains plus que d'autres, évidemment, et les difficultés sont différentes. Mais c'est sûr que tout projet finalisé est une réussite. On est très content. On a envie de prendre forcément les photos. Parfois, on prend les photos et le projet n'est pas totalement abouti parce que c'est difficile de ne pas les prendre à la fin. Mais disons que la grande difficulté, c'est ça. C'est de penser à garder les traces du projet fini aussi, parce qu'il y a certains clients qui refusent pas directement, mais indirectement de prendre les photos finies. Ouais, c'est toujours émouvant. Bon, en tant qu'architecte, c'est vrai que les premiers bâtiments qu'on fait, quand on pense quelque chose et que finalement il n'existe pas et qu'on le voit, ouais, c'est incroyable. Alors ça fait toujours la même impression après plusieurs centaines de bâtiments réalisés. Ça fait toujours la même impression, mais mais bon, atténué. Il y a pas l'émotion du début, mais c'est toujours fort d'avoir pensé quelque chose d'abstrait et que cette chose devienne réelle. Et il y a une phase du chantier où on s'en rend très fortement compte, c'est quand on pose le sol. Parce que quand on pose le sol, on quitte la notion de chantier brut pour avoir une notion d'habitabilité très forte. Et là, c'est un moment émotionnel, vraiment. Et puis après, quand les clients ou bien la maîtrise d'ouvrage, elle investit le bâtiment, parce qu'on travaille pas que pour des clients privés, on a travaillé pour beaucoup de ministères, des wilayas, des organismes internationaux, on a travaillé avec l'ONU. Effectivement, quand il est investi, le bâtiment, c'est un peu comme euh, quand on met les piles dans une télévision, la télévision qu'on vient d'acheter dans le commerce, cette sorte d'usine, n'a jamais euh, pris l'électricité, elle le prend pour la première fois, elle devient vivante. C'est comme un flux, parce que l'humain, c'est un flux dans le bâtiment. Et là, c'est le sang du bâtiment. Et effectivement, il passe d'un état de minéralité complète à un état vivant. Et ça, c'est très fort, c'est très puissant. Est-ce qu'on peut faire le parallèle à avoir un enfant? Ou c'est trop? Oh, je pense qu'un enfant, la nature fait tellement mieux que nous, sincèrement. Mais oui, il y a quelque chose de C'est un processus, quoi. peut-être. C'est surtout un bonheur d'avoir un enfant. Donc, on ressent pas forcément beaucoup de douleur. Enfin, surtout pour un homme, par exemple. Peut-être pour nous, C'est c'est un plus peu facile. parfois, oui, pour nous, c'est sûr. Mais pour nous, parfois, par moments, ça peut être un peu difficile. Oui, effectivement, il y a un moment où c'est dur, c'est le moment d'accouchement. Mais ce n'est pas le projet et parfois il peut être difficile sur la durée, hein. Sur tout le processus du projet, ça Ouais. peut être difficile et c'est un défi de ne pas laisser tomber le projet. Moi, j'aime pas laisser tomber un projet que j'ai démarré et je me retrouve souvent dans cette difficulté à gérer beaucoup de difficultés pour pouvoir aboutir le projet. Donc, c'est une souffrance, enfin, disons, constante. Elle est régulière tout le long du processus du projet.
C'est différent d'un accouchement qui c'est un moment unique de souffrance, puis après c'est la délivrance. Et je veux savoir quelle est votre implication dans la gestion des chantiers, les artisans, les ouvriers? Ah bah c'est une clé du projet. C'est une clé du projet. Elle est totale. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas à tergiverser. Il faut être présent. Pouvez nous expliquer comment vous gérez ça, comment ça se passe? En premier lieu, c'est un rapport avec la maîtrise d'ouvrage. Donc, le client, on appelle la maîtrise d'ouvrage. Il faut bien lui expliquer quels sont les leviers pour choisir une bonne entreprise. Ça, c'est très important parce que quand on choisit une entreprise, on est marié avec elle pendant 1 an ou 2. Et rompre les relations avec une entreprise quand ça se passe mal, parce que certains chantiers dont globalement, ça s'est toujours très bien passé, sauf peut-être 1 ou 2, voilà. Mais parce que justement, on a fait la pédagogie et la transmission d'informations nécessaires avant. Il n'y a pas de secret, il y a des méthodes. Il y a des méthodes. Donc, pour choisir une entreprise, il y a des méthodes pour démarrer le projet, pour le structurer, pour lui donner un rythme, pour être présent. Il faut être présent avec l'entreprise, il faut pas le délaisser. C'est pas lui qui va faire le projet, c'est nous qui le guidons. Bien sûr, c'est lui qui le fait, mais il a beaucoup de questions, donc on doit être très très présent. Le client parfois décide de changer un peu le projet en cours, on doit être là. Donc oui, la présence sur chantier, c'est fondamental. Et vous avez des clients étrangers qui veulent faire un projet ici au Maroc? Quelles sont leurs attentes, leurs besoins? Est-ce que vous les conseillez aussi sur d'autres paramètres? Oui, on a beaucoup de clients euh, marocains d'origine, canadiens, américains, partout en Europe, Espagne, Suisse, France, bien sûr, Belgique, Hollande. Et effectivement, on les aide beaucoup parce qu'on connaît toutes les procédures, toute la manière justement d'aborder les choses, choses auxquelles ils sont pas rompus eux-mêmes très souvent parce que pour beaucoup d'entre eux, ce sont des Marocains d'origine, donc ils viennent au Maroc, mais ils n'ont pas le pied au Maroc 100%. Et ils sont souvent entre 2 pays ou en Europe et ils viennent de temps en temps et ils veulent avoir un projet ici. Donc forcément, bien sûr qu'on est là pour leur donner toutes les entrées du projet et comment faire, quelles sont les étapes. Donc on le soulage à 90%. Sinon, sans un partenaire local, il serait obligé de vivre au Maroc et il prendrait 4 fois plus de temps à faire le projet. Parce que vous connaissez les bonnes personnes, les Ouais, procédures. bien sûr, toutes les procédures. Bien sûr qu'on a beaucoup d'expérience avec les entreprises et donc forcément, on sait évaluer une entreprise, mais on en connaît aussi qui sont bien. Donc c'est un gain de temps absolument énorme et d'argent potentiellement parce que quand une entreprise est un peu défaillante, ça ralentit le projet. Puis il peut y avoir des suites juridiques aussi. On entend des cas autour de nous de choses comme ça. Mais justement, c'est ça, c'est-à-dire c'est d'aller le plus vite ou de la manière le plus correcte à un point donné qui est aboutir à la construction d'un bâtiment. Et c'est valable aussi pour l'administration, les procédures administratives. Le Maroc est un pays qui change énormément. Les procédures changent énormément. Chaque année, il y a toujours donc c'est perturbant. Il faut se mettre à la page et Faut il être faut à des jour, ouais. professionnels. Pardon? Faut être à jour, ouais. Il faut être à jour complètement. Et voilà, et dans notre domaine, on l'est. Donc, et j'imagine souvent, on a des clients entre guillemets, débarquent au Maroc ou qui ont un pied ici, ils viennent de temps en temps, et ils sont complètement perdus. Ils ont besoin qu'on les canalise complètement sur les procédures, on leur facilite toutes les procédures, et voilà, et ça les soulage énormément, et ils peuvent rester à ce moment-là en Europe et venir de temps en temps et voir leur projet évoluer. Donc vous êtes un interlocuteur clé dans leur processus de nouvelle vie au Maroc ou de projet ici. Oui, effectivement. Il y en a qui le font pour venir vivre ici et donc qui commencent par la construction de leur maison ou par l'aménagement de leur nouveau projet ou leur nouveau commerce. Mais il y en a pour qui c'est aussi le début d'une nouvelle trajectoire. Il n'y a pas que des Marocains, des Européens d'origine marocaine, mais il y a aussi des Européens, comme par exemple le cas de
d'une Italienne où en fait on crée son projet et elle vient d'abord pour son projet. Elle loue et elle a une vision. Elle veut rentrer dans cette vision du Nouveau Maroc avant le mondial, etc. Donc pour tout ce qui est d'ordre hôtellerie, oui, effectivement, on suit le projet du début à la fin. En fait, quand les clients tombent sur nous, ils sont vraiment contents parce que la difficulté administrative est telle que quand tu as quelqu'un qui connaît bien le processus et qui est bien connecté, ça aide énormément. Ça soulage, hein. Psychologiquement, mais financièrement aussi beaucoup. Et le Maroc est de plus en plus populaire à l'étranger. Il y a un attrait pour le pays. Et- En tant qu'architecte, vous ressentez ça ces dernières années? oui, oui, on le ressent énormément. On le ressent énormément parce que moi, par exemple, quand je fais des voyages en Italie ou même en Italie, figurez-vous, en Italie, ils connaissent pas le Maroc. Tu dis marocaine, ils vont pas visualiser. Et aujourd'hui, complètement. Donc vraiment, même en Europe, dans certains villages et tout, enfin, ou certaines villes de Ligurie ou des choses comme ça, enfin, le Maroc pour eux, c'est quoi? C'est donc aujourd'hui, oui, on sent que c'est beaucoup plus connu qu'avant. Le monde entier connaît le Maroc Ah maintenant. oui, aujourd'hui, alors que ce n'était pas le cas du tout. Par exemple, aux États-Unis, qui connaît le Maroc? Personne, enfin une minorité. Donc de plus en plus, oui, on le ressent en fait. Que les gens, et quand tu dis marocaine, ils ont une image du Maroc. Qu'avant, ils pouvaient imaginer monégasque, des trucs comme ça. Mais très souvent, ça m'est arrivé de penser que j'ai été monégasque. En fait, ils ont interprété marocaine par ça. Donc, il y a pas. Oui, oui, vraiment. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus connu complètement. Et qu'est-ce qui fait que tous ces étrangers aient envie de venir ici, soit d'y vivre, soit de faire des projets, d'après vous? Oh, globalement, je pense deux voire trois catégories. Si on parle des particuliers, il y a cette relation avec toutes les personnes d'origine marocaine qui ont vécu beaucoup là-bas. Donc on a fait même des projets pour des gens qui avaient vécu 30 ans là-bas ou 40 ans là-bas, qui décident à un moment de venir. Ça dépend de leur trajectoire en fait. Chacun a son histoire. Elles sont toutes différentes. Voilà. Il y a effectivement ceux qui n'ont pas de relation avec le Maroc qui décident de venir. Et je dirais après, il y a le troisième catégorie, mais ça c'est beaucoup plus entrepreneurial. C'est le tissu économique au Maroc qui se développe et le fait qu'il y ait des investisseurs. Voilà. Nous on a fait par exemple, on a des partenaires. On a été les partenaires de personnes industrielles ou de commerces de marques qui veulent s'implanter ici, donc ils ont besoin d'un architecte pour développer leur projet. Et ça, c'est purement de l'investissement de compagnie, quoi, d'entreprise. Donc, c'est je dirais, les trois grands paramètres que je retiendrai. Oui, il y en a qui, pour eux, le Maroc elle les a toujours attirés parce qu'ils aimaient l'architecture marocaine, en fait. Par exemple, le cas elle avait créé d'ailleurs un très beau projet de tissu, comment il s'appelle? Bénédicte, et à Marrakech. Donc voilà. Et donc ça veut dire que parfois ça peut être juste sentimental comme ça. Il n'y a pas de raison ni économique ni autre. Donc et comme j'ai dit, il y a pas. Enfin, venir, c'est pas forcément pour toujours. Parfois, les parcours changent, donc les personnes repartent pour des raisons ou autres, familiales ou autres. Voilà. Pour revenir sur l'architecture et le Maroc dans sa globalité, comment vous pourriez expliquer l'évolution de l'architecture au Maroc? Le Maroc, il a toujours été finalement en phase avec les mouvements internationaux. Pendant l'époque moderne, beaucoup d'architectes, alors français, pendant le protectorat, construisaient de manière moderne. Moderne, c'est un mouvement. Ça veut pas dire contemporain, mais de leur contemporanéité à eux, c'était le mouvement moderne. Donc le Corbusier, etc. Ils construisaient avec les canons de beauté de l'époque ou les canons intellectuels de l'époque en termes d'architecture. Et aujourd'hui encore, c'est le cas. Hein. Comment l'architecture, elle suit une phase qui est complètement parallèle aux autres. Hein.
Après, bon, il y a peut-être moins les réglementations thermiques ici sont très différentes en Europe, et donc elles ont des conséquences, en Europe, elles ont des conséquences directes sur la façon de fabriquer, la façon de construire. Mais ici, bon, il y a des petits changements comme ça qui ont trait à la réglementation, mais disons que, oui, le Maroc, il a toujours été en phase avec son époque. La masse de construction est inférieure en Europe, bien sûr, mais sinon, en termes de sujets traités, ils sont toujours en phase, hein. Il y a un type d'architecture que j'adore. J'aimerais bien avoir votre point de vue dessus. C'est ici au Maroc, les constructions avec les matériaux naturels, donc la terre, le bois. Le pisé. Ouais. Quel est votre regard là-dessus? Parce on peut faire maintenant des bâtiments très modernes avec des matériaux naturels. Oui, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. En fait, nous pouvons faire quelque chose de complètement contemporain en se basant sur les techniques de l'architecture vernaculaire et d'en faire quelque chose de parfaitement écologique, thermiquement valable et esthétiquement correspondante au mode de vie d'aujourd'hui. Mais c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que il faut que déjà qu'il y ait un attrait vers ces matériaux-là. Et donc aujourd'hui, beaucoup de gens vont préférer, par exemple, des matériaux très contemporains, etc. Donc Ça il faut reste une qu'il y petite ait, niche. voilà, ça Hmm. reste une petite niche. Donc voilà. Et il y a des architectes, notamment à Marrakech, qui ont réussi. Il y a une femme architecte qui est très connue, qui avait réussi de se spécialiser là-dedans parce que c'était totalement sa vocation. Donc, oui, si on en fait complètement notre vocation, eh bien, on reste focalisé que sur ce genre d'architecture et de commande. C'est plus possible de faire des bâtiments de cet ordre-là. Mais pour des clients, pour des commandes, on va dire, communes, non. C'est rare. Il faut que la commande soit vraiment spécifique Hmm. d'un bâtiment public. Aussi, pour des commandes de ce type, avec ce type de matériaux, c'est très rare aussi. Ceci dit, au-delà du matériau de construction, la gestion de l'énergie dans un bâtiment est très importante. Donc là, on a un rôle à jouer, bon, d'information. Après, on explique. Il y a tellement de solutions pour gérer thermiquement un bâtiment, dans le fait d'empêcher la chaleur de sortir, la protection thermique, mais aussi le système de génération d'énergie. Il y a beaucoup de systèmes. Il y a des systèmes de puits canaliens pour récupérer la chaleur dans le sol. En tout cas, bien sûr, on est très attentif à ça. En termes de, juste, si je regarde l'aspect énergétique, oui. Après, l'aspect du matériau de construction, c'est une autre question. Et comme dit Petit Sam, c'est beaucoup plus. C'est pas la préoccupation des gens de construire en pisé, mais bien sûr que c'est faisable. Mais l'idée de l'architecture n'est pas forcément d'utiliser un matériau intrinsèquement. L'idée est de transmuter l'idée de l'architecture en utilisant des matériaux contemporains. Mais oui, bien sûr que c'est aussi possible, bien sûr. On l'a fait d'ailleurs, je pense. Oui. Enfin, on a fait tellement de projets, je me rappelle plus dans quel projet on a fait ça. Mais parfois, ça peut être vraiment très beau d'utiliser le pisé avec des processus contemporains et c'est magnifique. Mais comme j'ai dit, c'est spécifique aujourd'hui, donc il faut que la commande le permette en fait. Hmm. C'est plus dur. Mais j'ai l'impression que pour une petite partie de la population, il y a quand même cet attrait de revenir à des choses naturelles aussi, et même dans la construction. Une toute petite partie. En tout cas, ce ressenti, nous l'avons pas dans les grandes villes. Ouais. Donc, je dirais que ce ressenti-là, on va plus l'apercevoir dans, par exemple, les maisons d'hôtes en plein milieu La de campagne. la campagne ou Hmm. en montagne. Nous avons eu une commande dans ce sens-là pour un projet de gîte à Marrakech.
sur la route de Asni. Donc c'est spécifique justement, c'est une commande spécifique, ce n'est pas la commande courante. Ouais. Par contre, d'un point de vue, ça c'est notable d'un point de vue patrimoine, il y a une prise de conscience. Il y a une volonté d'avoir la conscience de la valeur de son patrimoine et de le protéger. Et c'est une chose, je dirais pas que ça n'a jamais existé, c'est pas ça. Je dirais que cette volonté s'est amplifiée ces 10 dernières années. Et dans ce sens-là, oui, il y a des personnes à la fois d'un point de vue institutionnel, mais aussi d'un point de vue des professions libérales, architectes aussi, qui ont cette prise de conscience et cette volonté de préserver quelque chose qui pourrait disparaître, justement, tant d'un point de vue immatériel que d'un point de vue matériel aussi. Hein. Attention, c'est aussi, ça concerne le patrimoine immatériel aussi, hein, le derija, comment dire, tout ce qu'on se transmet oralement, parce que en Méditerranée, l'oralité est un pilier de la culture méditerranéenne, l'oralité, la transmission par la parole. Donc ça peut être aussi bien les chants que l'oralité familiale quand on parle, la musicalité des derija. Et souvent, par exemple, si je prends le derija, il a été souvent un peu, comment dire, un peu mal vu, un peu parce que déjà c'est pas une langue à proprement parler. Enfin, je suis pas linguiste, mais et on l'a souvent un peu comment dire diminué, voilà, alors que maintenant il est plus valorisé. Donc il y a une prise de conscience par déjà, juste si je prends le thème du langage, une prise de conscience de la valeur culturelle de tous les paramètres au Maroc et architecturalement aussi. Et pour terminer, enfin, j'ai encore beaucoup de questions, mais bon, il faut qu'on s'arrête. Parmi tous vos projets, quels sont les projets qui vous rendent le plus fier ou que vous avez envie de partager, des créations que vous avez? Moi, je dirais que il y a une villa, parce qu'en fait, en architecture, si on prend l'histoire de l'architecture, la villa, c'est l'objet qui cristallise parfaitement la pensée d'un architecte en termes de société, quel est le mode de vie, en termes de matériaux, quels sont les matériaux aujourd'hui, comment on construit et comment on exprime l'architecture. C'est le bâtiment qui est le bâtiment phare pour expliquer la pensée d'un architecte. Il y a une maison auquel je pense particulièrement, oui, qui exprime à la fois un mode de vie très contemporain et complètement ouvert sur le jardin, toute la parcelle, et à la fois qui a un caractère arabo-andalou. Il y a une reprise de la récurrence des lignes, et la récurrence des lignes, c'est le motif. Et je dirais même que c'est de l'émotion. Donc, à travers une récurrence de lignes, on provoque de l'émotion. Et ça, on peut pas faire un bâtiment comme on fait en Suède et le mettre au Maroc, et vice versa. Il y a une architecture doit être une pensée de son moment, internationale, mais elle doit être aussi singulière. Et c'est ça le deal. Ce bâtiment-là, cette villa-là, le projet s'est passé extrêmement bien et il cristallise notre pensée de l'architecture à un moment donné de manière limpide. Voilà. Donc je pense à cette villa, je te donnerai les photos. Tu m'enverras ouais, comme ça on pourra illustrer. Ok. Oui, moi je pense à beaucoup de villas, pas qu'à cette villa, mais je pense que moi le projet qui m'avait beaucoup plu, c'est un projet qui est petit, donc ce n'est pas de par la taille, mais c'est un projet d'intérieur, c'est une boutique au Morocco Mall, mais l'idée était vraiment très puissante que je trouve encore aujourd'hui, au bout de 15 ans, c'est d'une modernité folle. Et c'est plus tard que ce type de processus que nous avons utilisé dans ce projet-là a été utilisé par les architectes, mais des années plus tard. On a vraiment été avant-gardiste là-dessus. Donc c'est un projet m'avait beaucoup marqué, qui me marque toujours parce que il est vraiment très très bien. Encore aujourd'hui, très bon. Et ce que tu dis, c'est ça, il faut le dire, c'est-à-dire que l'intensité d'un projet n'a rien à voir avec la taille en architecture. Si je prends par exemple une montre, c'est petit comme ça.
Et l'intensité qu'il peut y avoir dans un objet comme ça, en modifiant une aiguille et pas une autre, ou un tiret et pas un autre. Voilà. Donc, l'architecture, c'est une question de taille, mais en termes d'intention, il n'y a pas de taille. Ça peut être petit, extrêmement puissant. D'ailleurs, dans l'histoire de l'architecture, on en trouve, hein. Si je prends un mouvement de Stihl, il y a une maison qui est petite, qui exprime, c'est un mouvement d'architecture, qui exprime toute une pensée. Ça peut être, voilà, l'objet sur lequel on focalise son attention. La qualité de l'architecture ne dépend pas de la taille. Ça peut être grand et extraordinaire et grand et n'avoir pas de sens, et petit, pareil. Euh, Enfin, architecturalement, il n'y a pas de lien entre les deux. Et effectivement, tu m'as fait repenser à des choses que j'avais pas Oui. réfléchi. Et c'est vrai qu'on avait fait des moules très spécifiques. On avait une manière de procéder euh, complètement avant-gardiste dans la fabrication et même pour te dire, on a fait faire les moules des panneaux par une entreprise qui n'avait rien à voir, qui faisait des skydomes, je crois. Oui, Hein. et en fait, oui, voilà, c'est une expérience aussi. C'est que nous avons commencé à essayer de trouver quelque chose qui s'approche de notre idée, mais on ne trouvait pas. Et puis, on allait visiter des usines, et puis Frédéric, par hasard, rencontre un monsieur qui était formidable, qui avait vraiment aidé à ce que ce projet aboutisse. C'est Pierre. Jean-Pierre. Et ce monsieur, en fait, il était à la retraite et il est venu à la découverte du Maroc et il avait aidé une entreprise à se restructurer, régénérer et il était, c'est-à-dire, c'est l'idée qu'il a séduit du projet et donc on avait réussi à aboutir ces moules et fabriquer ces panneaux gigantesques. Et vraiment, parfois, un projet, c'est toute une histoire. L'architecture aussi, c'est aussi une volonté de bien faire. C'est-à-dire si on pense que d'un point de vue aussi matériel ou d'un point de vue, on va dire, financier, eh bien, les heures de travail qui seront passées sur un projet ne seront probablement jamais rémunérées, enfin, adéquatement au travail. Donc, à un moment donné, il y a aussi une volonté de bien faire de l'architecture. Et ça, c'est d'abord personnel. Parfois, les clients, ils sont pris par des difficultés économiques ou des difficultés de temps ou tout simplement, ce n'est pas leur domaine. Donc, ils n'ont pas cette vision-là de l'architecture. Et donc, ça, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est vrai que quelque part, il faut être garant de ce métier et garder à l'esprit de vraiment faire de belles choses. Tout à fait, c'est ça. Il y a le paramètre personnel. Il faut avoir le feu Et sacré, la c'est passion. oui. Et il y a la responsabilité morale aussi qui est là, quoi. Oui. Ce serait une entrave de faire un bâtiment qui est faux vis-à-vis de l'architecture, parce que comme l'architecture, c'est une succession de mouvements qui sont parfois coexistants les uns avec les autres, mais en tout cas, on a un langage, mais on sait qu'il y a il y a des fautes aussi en architecture, des fautes en termes de dessin, et on est les garants du dessin de la ville quelque part. Donc, en tout cas, quand on fait un bâtiment, on doit être responsable de lui. Et il y a une charge morale, c'est clair. Et ici au Maroc, vous prenez en compte aussi le climat, le soleil, tout ça, ça rentre en compte. C'est dur. Enfin, je dirais d'un point de vue personnel déjà. Eh bien, figurez-vous qu'il y a 3 semaines, tout mon visage était brûlé. À cause du soleil, parce que le soleil était très fort et je n'ai pas fait attention et il fallait se déplacer sur différents chantiers d'administration et j'ai fait une intolérance au soleil. Donc, c'est pas toujours. Non, mais dans les projets, oui, bien sûr que c'est un aspect absolument fondamental. Déjà, Oui. chacun d'entre nous n'a pas les mêmes besoins par rapport au soleil. Chacun d'entre nous Oui. a une volonté d'avoir soit un soleil très intense dans un espace, soit qu'il soit moins présent, etc. Donc, nous, on fait des études solaires sur les bâtiments avant de les dessiner. Et c'est des questions qu'on pose, c'est fondamental. Mais le soleil, c'est de l'or, hein. C'est de l'or gratuit qui vient du ciel. Et souvent, on essaye justement, on essaye de sensibiliser les gens à ça. C'est-à-dire qu'au Maroc, ils ont la chance d'avoir un soleil extraordinaire, beaucoup de lumière.
et de tirer la lumière, de la canaliser dans un espace. Parfois, c'est dur aussi. Ouais. Vraiment, c'est une condition dure, des fois. Des fois, le soleil pour certains bâtiments, et surtout quand nous avons une exposition au plein sud et que le bâtiment, pour des raisons, d'image, voudrait que le bâtiment soit en verre, c'est compliqué. Donc le soleil, c'est beau, mais des fois, c'est C'est un une challenge, quoi. condition. Oui, c'est une condition spéciale. Il y a justement voilà une transmission d'informations pendant la phase de conception entre ce que pensent les gens et ce qu'ils auront vraiment sur l'exposition de la piscine. Par exemple, on calcule, par exemple, euh, on fait des prévisions solaires, on leur dit voilà l'été entre cette tranche et cette tranche, la piscine sera à moitié couverte ou en partie couverte. Comment voulez-vous baigner? C'est une question très simple, mais qu'on peut anticiper dès le début. Et quel est votre rapport au soleil? Et après, effectivement, quand quelqu'un veut des baies vitrées, euh, il y a une manière de les concevoir. Et il y a une conséquence à ça aussi, si c'est réellement la volonté de quelqu'un. C'est pas l'idéal, bien sûr, d'ouvrir des triples hauteurs face au soleil plein sud. C'est vraiment pas une situation d'avenir, mais, mais il faut assumer. Mais en tout cas, notre rôle, hein, nous, c'est d'avertir, de concevoir, transmettre de l'information. Aujourd'hui, en fait, le soleil méditerranéen, ou le soleil de manière générale, devient une question très importante à traiter. La chaleur en été, comment repenser les places, par exemple, comment réintégrer la nature sans avoir besoin de beaucoup trop d'eau et sans que et tout en essayant de diminuer l'effet solaire au niveau de l'urbain. Donc ça devient une vraie question, mais pas que au Maroc. Même toutes les villes méditerranéennes, en France aussi, enfin de plus en plus nous ressentons clairement que le soleil devient un paramètre important dans la conception, pas que architecturale, même urbaine. Et ça devient, repense des études comme avant. En fait, on repense à des études antérieures qu'utilisaient par exemple les Romains ou autres, et on essaie de retrouver des solutions avec des process d'aujourd'hui pour faire face justement à cette question de réchauffement planétaire et cette présence du soleil. Parce que d'un point de vue du peuple marocain, il a plutôt tendance à se protéger du soleil, à ne pas le chercher. Non, on ne se protège pas du soleil, c'est pas du tout ça. Non, non, pas du tout. Le soleil, à un moment donné, il est problématique pour l'humain, enfin pour la personne. C'est-à-dire, à un moment donné, si le soleil est trop omniprésent dans un bâtiment, eh bien, il y aura des problèmes de peau, des problèmes ou par exemple un usage trop fréquent de la climatisation. Et donc, il faut le prendre réellement en compte. Je sais que de plus en plus, il y a des innovations pour des matériaux, même pour les routes ou des places, pour que la place puisse respirer, qu'il n'y a pas de réflexion du soleil de la journée qui ressorte la nuit ou même pendant la journée. Donc, c'est une question Ouais, mais de plus en plus c'est importante. bien voilà, c'est bien le rôle d'un architecte de mettre le curseur avec la lumière où on veut. Et parfois, par exemple, quand on regarde la côte marocaine, elle est plutôt orientée nord. Donc, nord-ouest. Donc, quand un terrain il est orienté vers la mer, eh bien, il prend la lumière du nord. Sauf bon l'été où il se lève plus haut que la ligne d'horizon et il peut arroser une façade nord en début de journée, en fin de journée. Mais quand on est orienté nord globalement, comment on fait pour prendre la lumière? Il y a des méthodes pour ça. Il y a des méthodes pour tirer la lumière. Alors la lumière, parfois, faut la réguler. Quand elle est trop forte, faut l'arrêter. Et quand il y en a pas assez, il faut la tirer, il faut aller la capter. C'est bien c'est bien le rôle de l'architecte. Oui, La lumière, oui, c'est un acteur de l'architecture, clairement. moi, je trouve qu'au contraire, enfin, je sais pas, mais je trouve qu'au contraire, justement, on n'est pas du tout protégé du soleil.
Ici, enfin, les bâtiments sont pas du tout conçus en prenant justement en considération cet impact solaire très fort. Parfois, au contraire, les bâtiments sont totalement noirs et donc il y a un tel décalage entre l'extérieur et l'intérieur. Ou parfois, c'est le contraire, en fait. Le soleil est trop présent et donc, alors qu'on peut faire mieux. Moi, je Et au pensais niveau de au, l'urbain, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de urbanistique. ce que je pensais, c'est certaines maisons marocaines où c'est assez sombre, où il n'y a pas beaucoup de fenêtres, tu vois. Le patio, c'était aujourd'hui, en fait, la typologie du patio, elle n'est pas du tout bête parce que justement, elle répond à cette question d'avoir du soleil, d'avoir de l'ombre et de ne pas être isolé, enfin, de la température extérieure, tout en se protégeant de l'effet. Quand on a envie de se prendre un peu de soleil, ben, on se met au patio, on est immergé de soleil et puis on a les galeries autour. Et c'est vrai que cette typologie fait vraiment respirer le bâtiment et tout. Mais aujourd'hui, elle est plus difficile à avoir parce que elle est- elle demande plus d'espace, chose que nous avons moins aujourd'hui. Elle demande plus de linéaire de construction. Donc, elle revient plus cher. Mais elle est très adaptée à une architecture méditerranéenne, en fait, où vraiment on a un soleil très fort. Pour conclure, comment vos clients vous découvrent et comment est-ce qu'on peut vous contacter? Quand ils nous découvrent, je pense au Maroc, euh, les choses se savent peut-être plus de personne à personne. Donc, on a fait beaucoup de bâtiments comme ça. Bon, bien sûr, on fait ses preuves à chaque fois. Rien n'est acquis. Donc, par ce biais-là, oui, on a fait énormément de bâtiments, des villas. Après, on a gagné des appels d'offres, des concours, etc. Et comment on peut nous trouver? Ben, avec notre site internet. Donc on va l'afficher, on va le mettre dans la description. On vous contacte par email, par téléphone, c'est quoi le meilleur moyen? Souvent, c'est rare par email, mais ça existe. Quand c'est par email, c'est généralement des Européens Ouais. par email. Oui, généralement. Mais au Maroc, c'est le Un téléphone appel arabe. direct, ouais. Oui, c'est appel direct. Oui, est-ce que tu connais quelqu'un qui t'a fait ça? Voilà. C'est parce que et c'est plus sûr. En fait, on peut pas totalement faire confiance aux réseaux sociaux et c'est normal d'avoir cette appréhension parce que, enfin, rien n'est garanti. Donc, ça reste des images, des choses qu'on voit et après, effectivement, rien de nouveau, un contact sûr. Donc, ça se passe plus comme ça que par réseaux sociaux. Et on peut le faire, on peut le faire. Oui, oui, on peut le faire avec notre site. Après, il y en a c'est plus mais toujours, c'est plus des institutions européennes ou autres qui ont contacté par site. Et la dernière question, vous êtes sur la chaîne Entreprendre et vivre au Maroc. Mhm. Un conseil pour ces entrepreneurs qui veulent s'installer au Maroc? Il faut être solide psychologiquement. Je dirais que le Maroc, c'est une super école. Je dirais que au-delà des difficultés, il faut comprendre la mentalité. Que c'est pas une évidence tout de suite, mais que c'est à force de persévérance qu'on y arrive. C'est une très bonne école, le Maroc, voilà, ce que je dirais. Ce qui me vient à l'esprit. Moi, je leur dirais de comprendre. Non, non, je leur dirais vraiment, c'est comme en Europe, mais être plus d'essayer de faire la coordination entre les différentes administrations et les différents papiers. Ne rien faire sans comprendre le processus de leur action du début à la fin. Tout simplement. Ils font ça, ils sont protégés. Ils ne font pas ça et ils ne sont pas protégés. Et c'est normal, c'est la même chose en Europe. Il faut juste comprendre tout le processus administratif du début à la fin et faire les interactions entre les différents processus. Une fois qu'ils ont ça, ils ont tout. Après, effectivement, il faut comprendre comment se passe le rapport humain, etc. Essayer de mieux s'intégrer, mais pour ne pas faire d'erreur, c'est d'abord faire ça. Bon conseil. Ouais. Bah, merci à vous pour ce moment, cet échange.
Ouais, merci à toi. C'est un plaisir. On avait vu beaucoup d'épisodes. Moi, ça m'a beaucoup touché. J'ai adoré. Enfin, ce qui m'a vraiment touché, c'est les profils des personnes. C'est le fait de prendre toute l'entièreté de la personne. Bien sûr, chacun a une activité, ok. Et c'est les parcours, en fait, en tant qu'architecte, c'est aussi ce qui me touche quand je fais des projets de gens. Donc, je l'ai vu comme ça, et j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé certaines interviews, certains épisodes, et voilà. Donc, je suis content T'es passé de l'autre côté. je suis passé de l'autre côté exactement. Ok. Bah, bonne continuation à vous, dans votre projet, votre vie, et encore merci. Merci à vous, c'était un plaisir.